Bonjour à tous et bienvenue pour ce live Fed. Nous nous réunissons ce soir à 18h45, 15 minutes avant le communiqué du FOMC. Nous allons ensemble décrypter ce communiqué et son incidence sur les marchés. Merci à tous pour être présents en live pour cette présentation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 mars. D'habitude, le FOMC rend son communiqué à 20h, mais puisque les États-Unis sont passés à l'heure d'été 2 semaines avant nous, eh bien, toutes les statistiques sont avancées d'1 heure. Le communiqué du FOMC va donc être publié à 19h, dans un peu plus de 10 minutes, le temps que nous discutions ensemble des modalités et que l'on regarde ensemble les différents actifs qui pourraient être impactés par ce communiqué. Comme pour chaque webinaire, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les produits CFD. Je vous laisse en prendre note. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez qu'en haut de votre écran, vous avez des options de chat et de questions-réponses. Vous pouvez donc me poser des questions tout au long de cette présentation. Alors, aujourd'hui, les questions que l'on se pose. Les taux de la Fed vont-ils monter? Et si oui, quand? La problématique de la Fed entre durcissement monétaire et discours accommodant. Quelle rhétorique est attendue de la part de la Fed? Puis nous passerons en revue des actifs impactés par le communiqué du FOMC. Et ensuite, on verra comment cela impacte les différents actifs, c'est-à-dire nous allons regarder ensemble les indices américains, les indices européens, l'or, le pétrole, l'euro-dollar. Nous allons voir si on prend appui sur des supports ou si on casse des résistances. Et cela devrait nous donner le tempo pour les heures, voire les séances à venir. Et puis, je le redis, tout au long de cette émission, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, les taux de la Fed vont-ils monter ? Je vous ai mis ici un graphique qui vient du site Board of Governors of the Federal Reserve System. Donc, c'est le site de la Fed de Saint-Louis. Vous avez ici en pourcentage, donc à gauche, les taux américains, la fourchette cible de taux. Donc, ce sont les Fed Funds. Vous voyez que les taux, quand on est en récession, ici les barres bleues, on a souvent les taux qui chutent fortement. Et quand on est dans des périodes économiques positives, eh bien les taux ont tendance à remonter. Ce que vous devez noter sur ce graphique, c'est que depuis 6-7 ans, nous sommes dans une phase d'expansion économique. Et malgré tout, la Fed n'a pas du tout remonté ses taux dans cette période. Elle a remonté ses taux uniquement une fois, en décembre dernier, de 0,25 points de base. Actuellement, la cible de taux est à 0,38%. Pour l'instant, la probabilité d'une hausse de taux en mars est très faible. Par contre, la probabilité d'une hausse en juin dépasse les 50% d'après les Fed Funds. Les taux ne devraient donc pas être modifiés ce soir. Par contre, le discours sera la clé, car dans ce discours, Janet Yellen devrait potentiellement nous dire qu'elle continue de garder le cap et que la Fed risque de monter les taux dans les mois à venir. Ici, vous avez l'évolution du taux de chômage américain et des taux de la Fed depuis 1985. Donc vous voyez bien sur ce graphique que quand on a ici en rouge une récession, eh bien les États-Unis baissent leurs taux. Quand ici on a le taux de chômage qui commence à baisser, on a la Fed qui remonte ses taux. Là on a une récession, la Fed baisse ses taux. Le chômage commence à baisser, la Fed monte ses taux. Ici on a eu une récession en 2008, la Fed a baissé ses taux. Et depuis, le taux de chômage a fortement chuté, mais malheureusement la Fed n'a jamais pris le risque de remonter ses taux sur les dernières années passées. C'est pour ça que je dis que la problématique de la Fed, c'est qu'elle est coincée entre un discours accommodant, afin que les indices continuent de tenir, et un durcissement monétaire.
Elle aimerait bien durcir ses taux et continuer de faire remonter ses taux. Mais le problème, c'est que le taux de chômage, lui, a fortement chuté et que si à un moment le taux de chômage devait se retourner à la hausse et si on devait avoir atteint un haut cycle économique, eh bien la Fed n'aurait pas de marge sur ses taux d'intérêt. Monter les taux en période de croissance permet d'avoir de la marge en cas de récession. Donc vous l'aurez compris, si les États-Unis avaient monté leurs taux à plusieurs reprises ces dernières années et que le taux de chômage se retournait à la hausse et qu'on connaissait un haut de cycle aux États-Unis, eh bien la Fed aurait eu de la marge pour de nouveau baisser ses taux. Là, elle n'en a pas du tout. Alors on a l'impression que la Fed continue de garder le cap, de dire que son économie va bien, comme ça lui permet de remonter les taux à court terme, le plus rapidement possible. Elle ne peut pas le faire trop rapidement, sinon ça effraierait les marchés. Et la Fed donc continue de monter ses taux pour se donner de la marge. Comme ça, le jour où on a effectivement un retournement sur les indicateurs économiques, la Fed pourra de nouveau baisser ses taux. Mais vous remarquez bien que la Fed n'ayant que très peu remonté ses taux, elle n'aura pas du tout les mêmes marges de manœuvre que par le passé. Donc la Fed semble piégée entre la réalité économique et sa volonté de cycle haussier. Et la conclusion, c'est que jamais une banque centrale n'a eu à faire face à une récession avec des taux déjà à zéro ou proche de zéro. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Eh bien, vous voyez bien sur le graphique ici, quand le taux de chômage atteint un point bas et qu'il se retourne, on connaît une récession. On en a eu connu 3 ces 30 dernières années. Eh bien, ici, si à un moment le taux de chômage devait se retourner et que les États-Unis rentraient en récession, malheureusement, la Fed n'aurait pas de marge de manœuvre. Qu'est-ce que devrait nous dire Janet Yellen ce soir ? Qu'est-ce que l'on devrait retrouver dans le communiqué de presse du FOMC ? L'économie américaine est en bonne santé et normalement, le communiqué devrait faire transparaître cela. En effet, récemment, les chiffres américains ont été bons. Les créations d'emplois ont dépassé les attentes à 240 000 créations d'emplois. C'était le NFP du 4 mars dernier. L'inflation américaine est à 1,4% fin janvier et est donc proche de sa cible de 2%, contrairement à l'inflation européenne qui est, elle, négative. Et puis 76% des entreprises américaines ont publié un résultat supérieur aux attentes. Donc, on a bel et bien 3 facteurs ici positifs. On a bel et bien un environnement économique positif aux États-Unis et la Fed devrait donc s'appuyer sur ces faits pour garder le cap d'une politique de durcissement monétaire. Mais attention, car dans les communiqués précédents, la Fed nous a dit surveiller des phénomènes exogènes, notamment la reprise du pétrole, des secteurs bancaires, de la Chine, et ces reprises-là doivent être durables. Donc, on attendra de voir aussi s'il y a moins de mentions concernant ces risques exogènes dans le communiqué du FOMC. Attention aussi à la Fed de ne pas être trop optimiste, car si elle est trop optimiste, elle pourrait propulser le dollar vers de nouveaux plus hauts, et cela, ça pourrait impacter négativement les entreprises américaines. Donc si vous voulez, ça voudrait dire que quand ça va bien, si on dit que ça va trop bien, ça fait monter la devise du pays, et ça viendrait ensuite attaquer les résultats d'entreprise et donc détériorer ce fameux panorama économique positif. C'est pour ça que la Fed marche sur des œufs. Elle doit être positive, mais pas trop. Donc en théorie, on devrait avoir un ton confiant dans ce communiqué, dans ce discours de Janet Yellen. Le communiqué tombe à 19h, je vous le rappelle, et Janet Yellen parle à 19h30. On devrait donc avoir un ton confiant qui aura tendance à soutenir le dollar et les indices. Si la Fed a restreint le nombre de menaces dans son discours, eh bien cela peut également soutenir les indices. Une hausse de taux surprise, par contre, pourrait entraîner une volatilité extrême et déstabiliser les indices boursiers. Attention aux pièges, et vous l'aurez remarqué si vous avez suivi mes lives NFP et mes lives BCE précédents, la première réaction aux chiffres peut s'inverser rapidement, et on l'a vu lors des derniers rendez-vous. À chaque fois, on a eu des chiffres positifs ou une BCE positive. Rapidement, les cours sont allés chercher des résistances, puis ils ont chuté. Donc attention aux pièges. Et attention, car trop d'optimisme pourrait faire pression sur les indices. Si la Fed nous dit que tout va bien, si la Fed restreint le nombre de menaces, si elle nous explique qu'elle pourrait monter ses taux encore plusieurs fois avant la fin de l'année, ça pourrait être considéré comme très optimiste
peut-être trop optimiste, et alors cela pourrait faire un peu peur aux investisseurs et cela pourrait engendrer des prises de bénéfices sur les indices boursiers. Donc nous allons voir comment les marchés réagissent à la publication du communiqué. Bien évidemment, je ne peux difficilement lire le communiqué en anglais tout en vous parlant des réactions de marché. Donc, je me suis mis plusieurs comptes Twitter en suivi sur un de mes écrans sur lequel je vais suivre les news. Et en parallèle de cela, on va regarder ensemble la plateforme de CMC Markets. Voici la plateforme de CMC Markets. J'ai 6 actifs. En haut à gauche, le SP500 qui est dans une tendance haussière depuis plusieurs séances, qui a un support à 2000 points, une résistance à 2040 points. Tant que la Fed est optimiste et positive, mais pas trop, on peut tenir cette tendance haussière et les supports et monter en direction des 2040 points, la prochaine résistance. Par contre, si un optimisme exacerbé de la Fed fait peur aux investisseurs et qu'on casse les 2000 points ce soir en clôture, alors il y aura très certainement une consolidation sur les indices. Concernant le CAC 40, c'est la même chose. On est toujours dans une dynamique haussière. On s'est stabilisé depuis 2 séances sur la zone des 4450 points. Si on arrive à tenir cette zone et à relancer en direction des 4500 et qu'on les dépasse, on pourrait de nouveau aller chercher la zone des 4580 points, 4640, soit la zone de gap annuel qu'on a testé la semaine dernière avec la BCE. Si la Fed fait un peu peur au marché, on pourrait avoir une consolidation en direction de l'oblique haussière ici à 4400 points, voire le support horizontal des 4350 points. Ici à droite, vous avez l'USD-Yen, et en regardant l'USD-Yen, on verra rapidement si les opérateurs sont à la recherche du dollar ou non. L'USD-Yen est dans un triangle, il est indécis. S'il casse sa borne haute, ça veut dire que le dollar est très recherché et qu'il y a de l'appétit pour le risque. S'il attaque sa borne basse, ça veut dire que le dollar est totalement délaissé. Ici, vous avez le pétrole en bas à gauche. Alors, je voulais vous montrer le pétrole parce que, effectivement, le pétrole est haussier depuis plusieurs séances, plusieurs semaines maintenant. Les cours sont remontés cet après-midi grâce à des stocks inférieurs aux attentes. Par contre, vous voyez que j'ai tracé ici une oblique en bleu qui passait par tous les plus bas et la tendance haussière. Et vous voyez qu'ici, on est peut-être en train de faire un pullback sous cette oblique. Donc, c'est ici que ça va jouer sur le pétrole, entre 37,50 et 38. Si on fait un pullback sur cette zone de prix et qu'on repart à la baisse, ça veut dire qu'on a cassé la tendance haussière ici, qu'on a fait un pullback puis qu'on consolide. Si au contraire on arrive à dépasser en force la zone des 37,50-38, on donne un nouveau signal haussier et le pétrole pourrait poursuivre en direction des 40 $. Ici vous avez l'euro-dollar et vous voyez que l'euro-dollar vient de s'apprécier de 80 points très rapidement sur support. L'USD-Yen recule, donc là le communiqué est sorti et à court terme ça a l'air de peser sur le dollar américain. Vous voyez ici en bas l'or. L'or, je vais vous montrer un graphique très clair avec une tendance qui est née ici au mois de janvier. Et vous voyez que l'oblique haussière de ma tendance arrive pile poil sur le niveau où les cours sont actuellement. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que nous avons un communiqué qui est positif pour les indices, qui leur permet en tous les cas de tenir et au SP500 de s'apprécier un petit peu. Et par contre, c'est un communiqué qui pèse sur le dollar américain. On a l'USD-Yen qui part à la baisse, l'euro-dollar qui repart à la hausse et l'or qui repart à la hausse aussi. Donc, même si la Fed a dû être positive, c'est cela. Donc, je suis en train de lire l'actualité. En début d'année, certains membres de la Fed nous avaient dit être prêts à monter les taux 4 fois dans l'année. La Fed, désormais, ne voit plus que 2 hausses de taux possibles. Le fait que la Fed voit moins de hausses de taux, eh bien, ça pèse sur le dollar américain. Et donc, tous les actifs dénominés en dollars, que ce soit le pétrole, l'euro ou l'or, repartent à la hausse. Donc, on a une Fed qui, je pense, continue de constater que les conditions économiques sont bonnes. Elle garde le cap. Elle veut monter ses taux, mais elle ne s'est pas montrée trop optimiste et voire même elle ravit les investisseurs puisque on passe de 4 hausses de taux potentielles à 2 hausses de taux potentielles en 2016. Et je pense que c'est la principale actualité de ce soir.
La Fed est confiante, mais elle ne montera pas trop ses taux. La Fed confiante, c'est bien pour les indices, et vous voyez que le SP500 fait un nouveau plus haut. Le CAC, lui, tient son support, donc on a bien un environnement de marché positif, mais on n'a pas un environnement de marché trop positif qui aurait pu faire peur aux indices. Et on a même une Fed qui, on ne va pas dire qu'elle est prudente, mais elle est factuelle. Elle a pris note des peurs des investisseurs concernant toutes les hausses de taux. Elle a pris note des développements économiques. Elle a pris note des éléments exogènes. Et de ce fait, elle est toujours positive pour monter ses taux, mais seulement 2 fois. La Fed est positive, mais ça ne l'empêche pas d'abaisser ses prévisions de PIB pour les États-Unis. Je suis en train de lire l'actualité au fur et à mesure. Donc en fait, la Fed vise toujours des hausses de taux en 2017 et en 2018. Par contre, elle en vise moins en 2016. Les taux ont été inchangés. La Fed a abaissé ses prévisions de croissance pour 2016 et 2017. Donc nous avons une Fed qui est prudente, qui joue la montre, qui abaisse ses prévisions. Et donc c'est un discours, je pense, habile de la part de l'institution américaine. Parce que, du coup, le FOMC, la Fed, eh bien, il nous montre que l'économie américaine va toujours bien, qu'ils sont confiants pour l'avenir, mais qu'ils sont un peu moins confiants qu'ils ne l'étaient. Donc c'est bien parce que le suroptimisme dont je vous parlais, qui aurait pu faire peur aux investisseurs, eh bien, n'a pas été utilisé par la Fed. Plutôt que d'être trop optimiste et de dire que tout va bien et qu'elle va monter ses taux encore 3 à 4 fois cette année, la Fed est positive, mais mesurée. Elle nous parle de 2 hausses de taux. Elle abaisse ses prévisions de croissance, elle abaisse ses prévisions de hausse de taux, et en fait, elle ajuste le tir en fonction des développements économiques. Alors moi, ce que j'aimerais que vous remarquiez, c'est que les graphiques nous donnaient déjà des indications sur ce qu'il était possible de se passer ce soir. On avait des indices comme le SP500 et le CAC qui sont dans des tendances haussières. Le SP500 avait testé sa zone de prix ici à 2005 points et puis est reparti naturellement dans le sens de sa tendance haussière. Le CAC, lui, qui tient bien, continue de tenir son support. L'USD-Yen qui se cherche dans un triangle continue de se chercher dans un petit triangle et recule un petit peu ici puisque le dollar a pris un petit peu de plomb dans l'aile puisque la Fed parle de 2 hausses de taux et non plus de 4. Le pétrole, lui, il a profité des stocks cet après-midi. Par contre, pour moi, la configuration la plus propre, et je vous le dis depuis le début de l'année, hein, je vous le dis depuis maintenant 1 mois et je vous le répète tous les jours, il y a des choses beaucoup mieux à faire que les indices. Hein. Le sucre prend 22% en 18 jours. L'euro-dollar, quand il touche les supports, il réagit très bien. L'or est haussier. Donc il y a plein d'autres choses à faire que les indices boursiers. Regardez à quel point l'euro est extrêmement propre. On était dans un canal baissier. Là, on a eu le NFP. On avait fait un live ensemble. On avait vu le support ici. Ensuite, on avait eu la BCE qui a fait chuter l'euro-dollar, mais on avait vu ensemble qu'ici, le support avait tenu et puis, hop, les prix se sont envolés. Depuis 3 jours, on a l'euro comme ça qui consolide gentiment. Et où s'est fait le point bas du jour ? Pile poil à 1,1060 sur le support que nous avions identifié. Et donc, vous voyez, on a un euro-dollar qui est stable, qui tient ses supports. On touche le support, on rebondit. On touche le support, on rebondit. On casse une résistance, la résistance devient support et les cours repartent. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a pour l'instant pas de contre-pied sur ce marché. Les mouvements que l'on constate à l'heure actuelle sont des mouvements naturels. Un autre mouvement que je trouve extrêmement naturel, c'est celui de l'or. Depuis le début de l'année, on a vu ensemble que l'or était particulièrement haussier. On a une tendance haussière relativement forte. On a vu ces derniers temps qu'on avait stabilisé dans un triangle, qu'on en était sorti par le haut, puis qu'on avait rebondi dessus à plusieurs reprises. Là, les cours, depuis le début de la semaine, s'étaient un petit peu mis en phase d'attente.
en attendant de voir ce qu'allait faire la Fed. Donc la Fed nous dit qu'elle n'est prête qu'à monter les taux seulement 2 fois cette année. Ça appuie sur le dollar et ça permet alors de reprendre un petit peu d'altitude. Et si l'or arrive de nouveau à casser la zone 1245-1250, on pourrait avoir un nouveau mouvement haussier fort sur l'or. Si par contre, dans les séances qui viennent, l'or échoue sous résistance et casse son support, là, on aura peut-être le retour vers la fameuse zone des 1190-1200. En tous les cas, vous voyez qu'encore une fois, le support ici ne vient pas de n'importe où, il était identifiable en prenant la tendance de début janvier et en l'appliquant et en voyant que c'était le point bas ici qui correspondait à l'oblique haussière. Donc l'or garde sa dynamique haussière, l'euro garde sa dynamique haussière, le pétrole propulsé par des stocks inférieurs aux attentes et $1 sous pression continue sa tendance haussière. Quant aux indices, ils stabilisent à plat. Voilà. Pour les indices, en fait, il n'y a pas de grandes nouvelles. L'économie américaine va bien. Les officiels de la Fed en prennent note, donc ils continuent de vouloir monter les taux. Par contre, il y a des facteurs exogènes, il y a des facteurs de risque, il y a des facteurs qui nous montrent qu'il y a peut-être un ralentissement des résultats américains. Donc il ne faut absolument pas trop monter les taux trop vite, sinon ça ferait monter le dollar et ça pourrait gréver les résultats. Et je pense que c'est vraiment là-dessus que s'est focalisé la Fed, ne pas faire exploser le dollar à la hausse. Et pour l'instant, c'est une mission parfaitement réussie, puisqu'on a des indices qui tiennent, une Fed qui nous dit qu'elle va monter les taux, donc elle a complètement gardé son cap, et par contre, on a le dollar américain qui recule, et ça, c'est pas pour déplaire à la Fed, puisque un dollar américain qui recule, ce sont des résultats d'entreprises américaines qui continuent d'être bons. Alors Pascal me dit, le marché des indices ne risque-t-il pas de vendre la nouvelle? Alors Pascal, alors il s'agit de Pascal Trichet qui me pose la question. Pour ceux qui ne connaissent pas Pascal, c'est un formateur qui travaille avec CMC Market, qui sera d'ailleurs dans nos locaux demain pour faire un séminaire de formation et que je retrouverai très certainement vendredi au salon de l'analyse technique. D'ailleurs, je vous le dis à tous, pour les Parisiens, vendredi, il y a le salon de l'analyse technique. Le directeur de CMC Market, il sera à 13h pour une conférence et moi, j'y serai à 14h pour une conférence et ensuite, j'y resterai tout l'après-midi pour rencontrer les personnes qui viendront nous voir. Donc Pascal, autant il y a 2 semaines, quand il y avait le NFP et que le SP avait buté sous les 2000 points, j'avais parlé d'un phénomène de prise de bénéfices potentiels sous résistance. Autant lorsque la BCE a lancé son quantitative easing et que les indices se sont retrouvés sous résistance jeudi avec un CAC à 4580 et un SP de nouveau sous 2010 points, j'ai parlé d'éventuelles prises de bénéfices et de retour dans l'autre sens. Autant aujourd'hui, je ne le fais pas. Parce que pour moi, le fait que les indices tiennent et restent dans leur dynamique haussière ici est positif. Je ne vois pas d'euphorie et je trouve que la Fed a opéré plutôt intelligemment. Comme d'habitude, bien sûr, Pascal, et nous serons d'accord, je pense, sur ce point, il faut attendre la clôture du marché futur à 22h. Souvenons-nous de ce qui s'est passé la semaine dernière avec la BCE. On donnait un signal haussier avec 3% à la hausse à 15h. Ensuite, on donnait potentiellement un signal baissier puisqu'on a perdu 5% en quelques heures et on était à -2 à 17h30. Mais à 22h en clôture, aucun signal baissier n'avait été donné ni sur le SP500 ni sur le 440 la semaine dernière. On avait tenu les supports et l'appétit pour le risque avait ensuite repris. Là, on s'est stabilisé sur des supports et en fait, je crois au phénomène de consolidation. C'est-à-dire qu'on est dans une consolidation à la hausse. Le marché latéralise, n'a pas forcément besoin d'un repli fort avant de redémarrer. Il latéralise pendant un certain temps, il consolide sa hausse, les indicateurs soufflent et ensuite, potentiellement, il redémarre dans le sens de sa tendance. Si bien évidemment les 2000 points que je vous ai indiqués comme étant un support clé cassaient, là, ça changerait la donne. Mais pour l'instant, cela tient.
Christophe me dit, le Dow Jones bute sur sa MM55 hebdomadaire. Est-ce qu'on peut avoir un retour vendeur? On va regarder ensemble cela. Je vais repasser sur la configuration que j'utilise lors de la matinale. Parce que le SP500, je le regardais tout à l'heure. Il est ici. Donc le SP500, vous devez bien comprendre, le Dow Jones, excusez-moi, vous devez bien comprendre qu'il est dans une reprise haussière puissante. À moyen terme, le Dow Jones, pour moi, il est dans un range gigantesque entre 15 300 et 18 300. Donc les supports sont là, les résistances sont ici. Et là, au milieu, on est vraiment au milieu de nulle part. À court terme, le Dow Jones, là, fait une mèche haute, une mèche basse et n'est pas très lisible. Et oui, le Dow Jones, avant éventuellement d'aller plus haut, pourrait revenir tester ses supports. Mais il l'a déjà fait hier. Vous voyez qu'hier, le Dow Jones est venu chercher son support, puis il est reparti à la hausse. Donc, est-ce qu'il ne va pas tout simplement consolider gentiment avant éventuellement de repartir dans le sens de sa dynamique haussière? Je me pose la question. En tous les cas, contrairement à la BCE et au NFP, où on avait fait des lives précédemment et où je trouvais qu'il y avait de l'euphorie et qu'on atteignait vite des résistances, pour l'instant, je trouve que ça tient gentiment, que c'est une respiration indicielle, et donc je ne vois pas de risque baissier fort à court terme. Pour moi, on stabilise. Alors, il faudra voir à 19h30 avec le discours de Janet Yellen si ça change la donne, mais pour l'instant, ça tient bien. Cédric me dit bonjour, retournement important sur le GBP-USD. Alors effectivement, GBP-USD baisse depuis 3 séances, donc si le dollar américain est sous pression, la livre doit faire, je pense, un beau chandelier haussier ce jour. On va regarder cela tout de suite. GBP-USD est là. Et vous voyez où se fait le point bas de GBP-USD? Vous voyez sur mon graphique le support là? Et vous vous demandez pas pourquoi on vient de s'arrêter pile poil sur ce support avant de repartir à la hausse? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est un support multi-annuel qui est à 1,40, 1,40, 40. C'est un support majeur. Comme je l'ai souvent expliqué, les gens disaient qu'avec le Brexit, ce serait la fin de la livre et qu'elle chuterait fortement. Moi, je la vois plutôt dans une zone de soutien majeur qu'autre chose. En données hebdomadaires, on voit que la livre a eu un coup violent à la baisse, puis à la hausse et se stabilise, elle se cherche. Et en données journalières, on voit bien qu'on a eu en fait des phases baissières, haussières, baissières, haussières. Là, on voit qu'enfin, il semblerait y avoir une stabilisation forte. Donc ensuite, tout dépendra de la BOE demain, donc de la Bank of England, puisque demain, on a rendez-vous avec la BNS, la Banque nationale suisse, et la BOE. Si la BOE devait être positive sur ses perspectives économiques et d'inflation, alors la livre pourrait avoir un beau rebond devant elle. Mais je vous invite à la prudence, car récemment, la BOE, la Banque d'Angleterre, n'a pas particulièrement fait monter la livre. En tous les cas, si vous aviez pris le pari d'acheter ce support mensuel pour jouer une baisse du dollar et qu'actuellement vous êtes en fort gain, bravo à vous. Et demain, avec la BOE, soit il y aura un reflux des cours et donc un signal pas forcément puissant, soit au contraire, on enfoncera le clou à la hausse, auquel cas vous aurez attrapé un beau point bas. Alors, je continue avec les questions. JT me dit, est-ce que l'or et le pétrole pourraient encore retomber après le discours de Janet Yellen? Alors oui, il faut faire toujours attention, car après le discours de Janet Yellen, il peut y avoir des contre-coups. Néanmoins, je pense que Janet Yellen fera très attention à la rhétorique qu'elle va utiliser. Et donc, je pense que ça ne va pas forcément changer grand-chose à la situation actuelle. Si vous me demandez ça, JT, c'est peut-être que vous êtes à la vente sur un de ces produits-là. Je ne peux qu'être factuel et vous dire que le pétrole, l'euro et l'or sont tous les trois haussiers. Après, là où je peux vous rassurer, puisqu'il faut toujours être factuel et objectif, c'est que l'euro vient de passer d'un support à sa résistance. L'or vient de passer d'un support à sa résistance. Et le pétrole vient de passer d'un support à sa résistance journalière aussi. Donc, à la question, est-ce que le pétrole et l'or peuvent refluer un petit peu sous ces résistances? La réponse est oui.
Mais ensuite, étant donné que les tendances sont haussières, il y a plus de risques de cassure à la hausse qu'à la baisse, à moins d'un retournement de marché. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pascal me dit une certaine décorrélation entre le futur SP500 et le futur Eurostoxx. Effectivement, Pascal, le SP500 est allé faire un nouveau plus haut et consolide à plat, alors que l'Europe fait des nouveaux plus bas. Ça, c'est un phénomène qui est, je dirais, habituel. On a quand même des Européens qui essaient toujours d'anticiper pour ne pas se retrouver dans une situation difficile le lendemain matin en cas de gap. Or, si j'étais à l'achat sur support sur les indices européens et que je voyais les indices US faire du surplace, j'aurais peut-être peur ou j'aurais peut-être tendance à penser que les US peuvent consolider et donc que l'Europe pourrait consolider. Et donc, je me dis peut-être que je vais prendre des bénéfices sur mes positions européennes et attendre gentiment demain pour voir si les US ont tenu en clôture. En tous les cas, je me dis que ça peut être un phénomène de prise de bénéfices sur les indices européens pour ne pas pâtir d'un gap baissier au cas où les cours baisseraient un petit peu avant la fin de la séance aux États-Unis. Après, il faut voir si Janet Yellen parle et permet aux US d'aller faire de nouveaux plus hauts. Je pense qu'à ce moment-là, on pourrait avoir un vif repli, enfin une vive réaction haussière sur le CAC et les indices européens. En tous les cas, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que vous voyez que les marchés réagissent très bien sur les niveaux clés en ce moment. Regardez cette carte de l'euro-dollar. L'euro-dollar casse un seuil, touche un support, il monte, il revient sur support, il remonte. L'or touche un support, décale. L'USD-Yen échoue sur le haut de son range, revient sur le bas de son triangle. C'est quand même des marchés qui sont extrêmement propres graphiquement, techniquement, et donc ça peut nous plaire. En tous les cas, moi qui suis chartiste de formation et qui préfère l'analyse technique que l'analyse fondamentale, eh bien, je trouve qu'en ce moment, on a des belles opportunités d'analyse technique. Patrick me dit bonjour, pensez-vous néanmoins que le dollar US va atteindre les 1,05 un jour? Alors votre question Patrick, c'est est-ce que vous pensez que l'euro-dollar va redescendre à 1,05 un jour? Alors il faut savoir que depuis un an, j'explique sur l'euro-dollar que les perspectives baissières sont peut-être terminées. C'est-à-dire que pour moi, l'euro-dollar, il a baissé énormément pour arriver sur des supports de long terme en 2015. En 2015, tout le monde visait la parité, tout le monde disait qu'il devait baisser. Et depuis le début de l'année 2015, j'explique que parce que l'Europe ne pourra pas faire baisser sa monnaie indéfiniment avec du quantitative easing et parce que les États-Unis ne pourront pas monter les taux autant qu'ils le souhaitent, et vous pouvez le constater ce soir puisque les États-Unis ne visent plus que 2 hausses de taux au lieu de 4, eh bien depuis un an, je vous explique que pour moi, l'euro-dollar a autant de chances que d'exploser à la hausse à 1,30 que de descendre sous la parité. Et comme je l'ai expliqué avec la BCE en décembre et celle de la semaine dernière, les supports sont désormais payés, les vendeurs n'ont plus la main, les fonds d'investissement ont coupé une bonne partie de leur position vendeuse sur l'euro-dollar, le super trade du « je me place à la vente sur l'euro parce que ça ne va pas en zone euro et parce qu'il y a du quantitative easing », ça fait belle lurette qu'il est terminé. Et à moins d'une forte appréciation du dollar, qui devient compliqué puisque la Fed botte en touche ce soir, ou du moins revoit à la baisse ses estimations, eh bien cela écarte encore plus le fait que l'euro puisse continuer de descendre. Alors David me dit « Bonjour, pensez-vous que le gap annuel sur le CAC, une fois comblé, la tendance baissière sera remise en question ?» Alors, on va se prendre le graphique du CAC et je vais vous prendre un graphique hebdomadaire. Je vais raisonner en analyste technique et je vais vous donner 3 scénarios. Ceux qui suivent mon émission au quotidien savent que les fondamentaux sont dégradés et plaident plus pour les scénarios baissiers que les scénarios haussiers. Mais à quoi bon se battre contre le marché tant qu'il monte? Attendons des signaux. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que le CAC 40 a été haussier pendant bien longtemps. Il a été fortement haussier de 2012 à 2015.
Et depuis la fin de l'année 2015, le CAC 40 n'est plus haussier à long terme. Il est passé de haussier à neutre. Et il est venu se poser sur une zone de soutien, les 4000 points. Et à 4000 points, tous les banquiers centraux sont sortis du bois et ont dit « Vous inquiétez pas, on va injecter de la monnaie, on va injecter sur les marchés, ça va tenir. » Et c'est ça qui a permis ce fort rebond du CAC. Pour moi, l'option 1, c'est que les cours aillent chercher la zone des 4006-4007 avec clôture ou non du gap et qu'ensuite, ils repartent à la baisse. L'option 2, c'est qu'on n'aille pas plus haut, qu'on s'arrête à 4580 points les plus hauts de jeudi dernier et qu'on reparte à la baisse. Et l'option 3, c'est qu'on arrive à tenir le coup, on arrive à continuer de monter, on arrive à dépasser la zone du gap annuel, on arrive à réintégrer l'oblique haussière et on repart à la hausse comme s'il ne s'était rien passé en 2015, comme si tout allait bien, comme si la croissance mondiale ne ralentissait pas, comme si les émergents n'étaient pas dans des situations particulières, et donc on repartirait comme ça à la hausse. Voilà. Donc ce sont les options qui s'offrent à nous. Moi, en tant qu'analyste qui suit les fondamentaux au quotidien, je peux vous dire que depuis 6 mois, 1 an, les fondamentaux se dégradent et c'est normal que cela pèse sur les cours et qu'on ait chuté. Et d'après moi, s'il y a de nouvelles dégradations fondamentales, on pourrait de nouveau repartir à la baisse. En tant qu'analyste technique, je constate qu'il y avait une tendance haussière, qu'on l'a cassée. Le rebond que l'on constate en fait depuis 3 semaines, 1 mois, il ne m'effraie pas du tout, je le trouve tout à fait légitime. Même si on devait baisser, il est complètement normal que les cours, après avoir cassé une tendance haussière, touchent un support, reviennent tester la zone, et ensuite, si les cours repartent à la baisse de cette zone-là, ils auront validé la cassure de tendance et la mise en place d'une tendance baissière. Et alors, on pourra commencer à cadrer la tendance baissière de la sorte, avec des obliques qui passent par les plus hauts, et très factuellement, on tracera alors un canal baissier pour cadrer le marché baissier dans lequel, d'après moi, nous sommes déjà depuis 1 an. Il y a beaucoup d'investisseurs, il y a beaucoup d'opérateurs qui préfèrent penser qu'on est toujours en tendance haussière, que les États-Unis vont bien, qu'on est juste revenu sur des supports de long terme, et puis qu'on va repartir comme en 40, voilà. Et il y a d'autres personnes, d'autres théories qui disent qu'on a eu 7 ans de marché haussier, que tous les 7 ans, on se retourne en marché baissier, que ce qu'on a vécu depuis 1 an, ce sont les prémices de la mise en place d'un marché baissier. À court terme, on a eu un rebond technique de 20% parce que les valeurs bancaires et les valeurs énergétiques ont rebondi, soutenues par les banquiers centraux. Mais on sait très bien que les banques centrales ne peuvent pas tenir à elles seules les marchés boursiers. Et c'est donc pour ça que potentiellement, les risques baissiers pourraient réapparaître. Et ça, c'est un scénario que je garde en tête. Le SP500 vient d'aller rechercher ses plus hauts et tient très bien. Et donc le CAC 40 revient sur sa zone des 4450. Pour moi, les indices ont fait le gros du chemin aujourd'hui et devraient donc solider, à moins d'une cassure baissière ou haussière, mais ça m'étonnerait au vu de la volatilité. Donc les indices devraient rester bien orientés, soutenus par une Fed accommodante et positive. Pourquoi je dis accommodante? Parce que la Fed est passée de 4 hausses de taux à 2 hausses de taux potentielles. Par contre, ce fait d'être un petit peu accommodant aura pesé sur le dollar américain. Cela a propulsé l'euro et l'or à la hausse. L'or vient de casser les 1245-1250 et pourrait donc retrouver les plus hauts annuels à 1280. Tant qu'on est au-dessus, en tous les cas, de la zone des 1240, c'est positif et on pourrait retrouver les plus hauts. L'euro-dollar, lui, est en train de retrouver la zone des 1,12. Et s'il la dépasse, la prochaine se situe à 1,14. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. En fait, on vient de passer de support à des résistances. Et si ces résistances cassent, on ira aux prochaines. Et étant donné que la tendance est haussière, il y a plus de chances que les résistances cassent plutôt qu'elles n'empêchent les cours d'aller plus haut. Pareil sur l'or, tendance haussière hebdomadaire, tendance haussière journalière, tendance haussière en données 4 heures relancée.
Donc oui, l'or peut consolider après avoir pris 25 dollars en l'espace d'une heure, mais la tendance est là et donc il y a plus de chances qu'on parte à la hausse comme à la baisse, et c'est la même chose sur le pétrole. Quant aux indices, c'est la hausse qui prend le pas, et contrairement aux deux derniers lives Fed, BCE et NFP qu'on avait fait ensemble, où je vous avais dit que les indices étaient trop optimistes et sous résistance et qu'ils pouvaient potentiellement baisser, et bien là, c'est l'inverse. Je vous explique que les indices peuvent monter plus haut, et ce, même si je viens de vous expliquer qu'à moyen terme, la baisse pourrait reprendre à un moment donné. Mais laissons les pièces du puzzle se mettre en place. Les États-Unis sont en train de retrouver leur plus haut annuel. L'Europe est en train de se diriger vers des résistances majeures, ou du moins n'est pas loin de sa zone de gap annuelle et donc de résistance majeure, notamment sur le CAC. Et voyons jusqu'où les indices sont prêts à aller. Et le jour où ils nous donneront des signaux baissiers, le jour où ils casseront des supports, ne vous inquiétez pas, je serai devant, je serai là, on sera là pour en discuter et on mettra alors potentiellement en place des scénarios baissiers. Mais pour le moment, c'est la hausse sur les indices, la baisse du dollar et la hausse de tous les actifs dénominés en dollars. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a vu les principaux mouvements et leurs explications. La vidéo vient de durer 40 minutes pour le moment. Je pense qu'on a fait le tour des tenants, les aboutissants. J'espère encore une fois que cette session de décryptage des mouvements de marché et de la macroéconomie vous aura plu. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous retrouve demain matin à 10h tapante pour la matinale. Demain après-midi, pour les clients qui seront là et Pascal Trichet, eh bien, on se retrouve demain après-midi avec grand plaisir. Et pour les autres, peut-être vendredi sur le salon de l'analyse technique. Passez tous une très bonne soirée et à très bientôt sur les émissions de CMC Markets.